Et la plupart des gens qui sont nos interlocuteurs se prétendent non sexistes. Eux, effectivement, je pense qu'ils auraient tout à gagner à mieux se renseigner, à voir quel genre de monde on a envie de bâtir ensemble en étant sur un pied d'égalité. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je pense qu'il y a aussi un peu une fatigue de notre part en tant que féministe de voir le manque d'intérêt, et ça c'est un petit peu énervant, parce qu'en effet il y a plein de gens qui vont nous soutenir coûte que coûte, que eux ils sont pas sexistes, que eux ils sont tout à fait progressistes, ce que tu veux, et pour autant il y a aucune démarche qui va dans ce sens. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Ce qui se lit entre vous, Ève Cambrelin et Blanche Sabat, toutes les deux illustratrices, autrices et activistes féministes, c'est la sororité. Cette solidarité spécifique entre femmes qui, au travers de votre bande dessinée, nos mutineries, réponses imparables aux idées reçues sur le féminisme, parue aux éditions Mango au mois de janvier 2022, s'étend au bénéfice des minorités. Ensemble et dans un savant mélange de vos styles, vous décortiquez le schéma patriarcal ambiant qui a la dent dure. Vous nous rappelez que par le passé, les femmes ont gagné certaines batailles, mais que les victimes de sexisme, de racisme, de violence, de féminicide sont toujours trop nombreuses aujourd'hui. Vous misez sur la couleur, sur les formes douces, très contemporaines, pour traiter un sujet grave qui concerne bien sûr les femmes et très certainement les hommes. Vous avez décidé de faire de vos mutineries une œuvre pédagogique et pétillante, en laissant le soin à chacun et chacune de trouver la bonne mesure selon sa situation du moment. En somme, vous participez à faire avancer l'idée que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est possible ici, maintenant. Bonjour Blanche Sabat. Bonjour. Bonjour Ève Cambrelin. Bonjour. Comment la sororité s'est manifestée en vous ? C'est une très bonne question. Comment la sororité s'est manifestée en moi ? J'ai beaucoup évolué dans des groupes mixtes plutôt. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que à l'adolescence, c'est tellement un truc pas du tout inné. Il peut y avoir tellement des rapports compliqués entre filles, parce que je pense que c'est vraiment à ce moment-là que les situations de compétition naissent et se développent, que je pense que c'est en lisant, en écoutant, en me renseignant sur le féminisme que cette notion de sororité, qui, pour moi, existait évidemment avec mes amis, mais qui n'était pas forcément du coup appliquée à toutes les femmes qui m'entouraient, parce que c'est évidemment pas du tout intuitif, et on nous apprend pas du tout à être sorores les unes les autres. Donc c'est, je pense, par le féminisme que cette notion de sororité absolue, ou en tout cas étendue, m'est venue, et je me suis dit que c'était en fait un effort à faire, et que c'était pas du tout quelque chose qui coulait de source. Et donc j'ai essayé depuis de travailler là-dessus pour être le plus sorore possible, parce que c'est pas une évidence en fait. Blanche Sabat, comment c'est venu la sororité ? Pour moi, la sororité, en fait, je pense que c'est venu d'abord d'une prise de conscience personnelle, et après, comme Ève, j'ai dû la peaufiner avec des lectures. Enfin, je l'avais pas politisée, je l'avais pas conscientisée, et c'était aussi à l'adolescence, mais moi, c'est avec l'exemple très parlant de quand on a ses règles, en fait, et que, en fait, j'ai vu une espèce de solidarité entre meufs qui se détestaient, où c'était en mode, en fait, même si je t'aime pas, je vais te filer une protection, un tampon, un truc, je vais t'accompagner quand tu sors de classe, je vais pas te foutre la honte si tu te tâches. J'ai vu, moi, je me tâchais tout le temps parce que j'étais pas du tout précautionneuse pendant mes années collège et tout, et j'ai vu des nanas que je pouvais pas encadrer qui venaient me dire attention, t'as une tâche, je te prête un sweat si tu veux. Enfin, une espèce de conditions communes qui faisait que du coup on se serrait les coudes en dépit de nos désaccords sur d'autres sujets. Et pour moi, c'était la base de la sororité. Je me suis dit mais oui, tiens, c'est vrai. Et du coup, je me suis mise à la mettre en pratique dans beaucoup d'autres aspects, évidemment pas ce truc très physique, très adolescent des premières règles, mais
dans d'autres aspects où je voyais que voilà, la compétition entre femmes, pour les mecs notamment, ou la manière dont on jugeait les personnages féminins dans les œuvres de fiction était souvent super dure. Et je voyais souvent des filles critiquer les personnages féminins à la télé. Et en fait, moi, j'allais mettre en pratique la même dynamique. C'est-à-dire que j'allais défendre des personnages féminins, même si je les aimais pas trop, parce que c'était des personnages féminins et que je savais que de base, elles partaient avec ce désavantage. Et du coup, voilà, j'ai essayé de le développer comme ça. Et c'est devenu je me suis rendu compte plus tard, en grandissant, en mûrissant, en peaufinant mon féminisme, que en fait c'était c'était un choix politique et que c'était un mode de vie et que choisir la sororité comme mode de vie dans la société qui est la nôtre, c'était subversif. Voilà. Comment ça s'est passé votre rencontre? Alors, en fait, c'est marrant parce que Eve et moi, on se suivait mutuellement sur les réseaux. On était familières de notre travail respectif, mais on s'était jamais rencontrés. Et c'est notre éditrice qui nous a mis, celle qui allait devenir notre éditrice, qui a eu l'idée d'un projet commun à la base, qui a dit voilà, vos contenus sont similaires tout en ayant vraiment leur personnalité propre. Donc est-ce que ça vous dirait pas de faire quelque chose ensemble? On a pris un premier café pro, Eve, notre éditrice, et moi. Et au terme de ce café, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait 1000 choses en commun, que bien sûr qu'on avait envie de travailler ensemble et que surtout, on allait devenir très amis. Enfin, on a tout de suite pressenti que ça avait vraiment matché. Et notre éditrice, elle est partie au bout d'1 heure et nous, on est restés là de 17h jusqu'à minuit. Donc après, on allait coller. Voilà quoi. C'était une rencontre finalement qui n'a pas été de notre initiative à nous, mais qui a super bien fonctionné. Et à partir de là, on s'est dit que ça nous enchanterait de travailler toutes les deux et on s'est lancé dans ce projet. Voilà. Il y a des idées communes, mais il y a aussi le trait, le dessin. Nous, on était plutôt inquiètes sur comment on allait s'en sortir au niveau du dessin parce que on a quand même chacune un personnage bien particulier, on a chacune un peu la même façon quand même de s'exprimer. Quand même, nos traits, ils sont assez différents, quoi. Il y en a... Mais ça match. Mais ça marche, mais on avait peur que ça marche pas, quoi, parce qu'on s'est dit que ça allait être... on ne travaillait pas du tout pareil, donc on s'est dit comment on va faire pour faire en sorte que ça marche ensemble, quoi. Et puis, en fait, avant de le poser sur le papier, on n'avait aucune certitude que ça fonctionnerait, quoi. Donc c'est un peu magique même pour vous. Magique, on a beaucoup de chance, je pense. On se complète avec Eve professionnellement sur beaucoup d'aspects. On cite tout le temps le même exemple de la distribution des chapitres où une fois qu'on avait établi le sommaire, on s'est dit lesquels tu veux, lesquels je veux, et c'était magique parce que ceux que je voulais, Eve les voulait pas, et donc du coup on a surligné le même document et en fait il y avait pas deux trucs de stabilo qui se superposaient, quoi. On a vraiment pris les trucs en quinconce, donc et tout s'équilibre à peu près à ce niveau-là. Et c'était un réel pari, en fait. On savait pas trop dans quoi on se lançait quand on s'est dit qu'on allait le faire. Et tout s'est agencé parfaitement, en tout cas à cet égard-là, quoi. Donc, c'est chouette. En termes de couleurs, il y a un vrai parti pris dans cette bande dessinée et vraisemblablement, vous vous êtes mis d'accord là-dessus. Oui, on était obligés de se mettre d'accord, évidemment, surtout pour le traitement du texte qui est en dehors des bulles, du corps de texte, quoi. C'était un peu difficile puisqu'au début on savait pas est-ce qu'on allait l'écrire à la main ou est-ce qu'on prenait une typographie commune, comment on gérait ça, et en fait la typo à la main ça marchait mieux, et pour le relier on a décidé d'harmoniser ça avec des blocs de couleurs en fait qui du coup créent une cohérence graphique qui était un peu le running gag du projet parce que il fallait avoir de la cohérence graphique absolument pour rassurer la maison d'édition qui voulait plutôt uniformiser un petit peu avec cette idée d'une typo commune, et en fait la typo commune ça nous allait pas du tout, quoi, parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était notre voix si c'était pas notre écriture. Votre bande dessinée, il y a une force quand même pédagogique pour apprendre des choses sur le féminisme. Vous vous êtes mis d'accord que c'était ça aussi pour que le public puisse comprendre ce que c'est d'être féministe aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, c'était un des objectifs. Déjà, c'est dans la droite ligne du contenu qu'on fait, Eve et moi, sur nos comptes Instagram respectifs. On a vraiment cette visée pédagogique d'essayer de faire que ce soit du contenu qui soit partagé, qui soit relayé, qui soit utile. Et c'était vraiment dans la démarche du bouquin de donner des armes, en fait, des arguments, des sources, des chiffres imparables. C'est le sous-titre.
pour qu'on ne perde plus de temps avec des débats stériles et qu'on puisse avancer sur des sujets de fond féministes. Donc c'est ce qu'on dit dans l'introduction, que c'est pour les féministes aguerries, ou ça peut être aussi une porte d'entrée. Enfin, notre volonté, c'était vraiment que ce soit accessible, que ça puisse se diffuser et que ça puisse être d'utilité publique, quoi. Et pour moi, la pédagogie et l'humour, qui sont vraiment nos deux angles d'approche du féminisme, sont des outils hyper efficaces pour essayer de propager ces courants de pensée. Ça nous fait rire, mais très souvent, ça nous fait rire jeunes. Bah oui, malheureusement, hein, on en est là. On est bien obligé de rire jaune parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'autre façon d'appréhender la chose. Et c'est toujours une bonne façon, l'humour, de traiter un sujet, parce que ça apporte de la légèreté, c'est moins dramatique, c'est moins lourd. Et même si ça parle de sujets graves, bah, ça passe mieux, quoi. Vous parlez aussi des références des féministes qui ont fait beaucoup le travail en amont pour que nous, aujourd'hui, on puisse en bénéficier d'une partie. Ce sont aussi des inspirations littéraires qui vous ont bercé? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, à la fin, après le lexique, on a mis toute une biblio de choses qu'on a lues, soit moi, soit Ève, parce que voilà, nous, on prétend pas non plus résumer leurs pensées. Donc, si les personnes veulent se renseigner davantage, qu'elles puissent aller vraiment aux sources de ce qui nous a inspirés. Et je pense qu'on a fait la part belle aussi, chacune dans ses chapitres, aux penseurs, penseuses qui ont jeté les bases de notre raisonnement aujourd'hui, qu'on voulait mettre en valeur aussi, quoi. Dans la bande dessinée, vous dites bien, les femmes, on les ont toujours pris la parole, mais c'est depuis peu qu'elles se font peut-être un peu entendre. Bah oui, évidemment, mais en fait, il y a des forces de résistance qui sont énormes. Enfin, on a toutes les deux récemment lu Titu Lecoq, qui a écrit Les Grandes Oubliées, et qui vraiment montre à quel point les femmes ont été effacées volontairement de l'histoire. Les femmes qui ont écrit, qui ont peint, qui ont fait toutes sortes de choses. Et donc, c'est assez rageant, c'est assez épuisant, parce qu'on a un peu cette sensation de repartir à zéro. Et en même temps, une part du travail aussi, c'est de ramener, visibiliser toutes ces femmes-là, ramener leur nom. Et c'est aussi une de nos envies, une de nos démarches. Et voilà, on va finir par y arriver. On va pas être effacé en boucle et en boucle et en boucle. Au bout d'un moment, on va plus oublier, quoi. Finalement, le féminisme ne dessert pas du tout les hommes, au contraire. Oui, alors pour moi, il faut quand même pas nier que le patriarcat tout-puissant tel qu'il est a beaucoup à perdre à ce qu'il y ait l'égalité homme-femme. C'est évident, sinon il ne résisterait pas. Mais en fait, nous, on s'adresse aussi à tous les gens qui se reconnaissent pas dans cette forme de masculinité qui est écrasante, qui est aliénante et qui leur porte préjudice à beaucoup de gens sous plein d'aspects différents. Et ces personnes-là, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne croit, et elles ont tout à gagner à embrasser un mode de vie plus égalitaire. Ça c'est clair. Et donc du coup, il y a ces deux choses, c'est que le patriarcat a pas tout à gagner à avoir l'égalité tout de même, mais les hommes qui ne se considèrent pas comme des gros misogynes sexistes, et la plupart des gens qui sont nos interlocuteurs se prétendent non sexistes, eux, effectivement, je pense qu'ils auraient tout à gagner à mieux se renseigner, à voir quel genre de monde on a envie de bâtir ensemble en étant sur un pied d'égalité. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je pense qu'il y a aussi un peu une fatigue de notre part en tant que féministe de voir le manque d'intérêt, et ça c'est un petit peu énervant, parce qu'en effet il y a plein de gens qui vont nous soutenir coûte que coûte, que eux ils sont pas sexistes, que eux ils sont tout à fait progressistes, ce que tu veux, et pour autant il y a aucune démarche qui va dans ce sens, il y a aucune lecture, aucun renseignement, et c'est un peu ça qu'on tacle aussi dans la BD, c'est l'idée de dire ok, en fait, t'es pas sexiste, prouve-le par tes actes, en fait, et pas par tes paroles. Il y a plein de gens qui, en fait, oui, bien sûr, auraient à gagner, mais qui sont un petit peu flemmards quand même, quoi. Et donc, de part des femmes d'ailleurs, très souvent elles-mêmes, certaines, peut-être aussi par manque de connaissances, se disent ne pas être féministes, mais plutôt humanistes. Pour pas faire une redite totale du chapitre, je pense qu'il y a un truc
que peut-être moi j'ai mis un petit moment à comprendre aussi, c'est qu'il y a un confort à ne pas se dire féministe, parce que ne pas se dire féministe, c'est être dans le déni de la violence qu'on vit, et se dire féministe, c'est reconnaître qu'on est victime de ça. Et en fait, c'est jamais très agréable d'accepter qu'on est victime. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui ont du mal à accepter ce mot et à le revendiquer, etc. Et puis après, c'est accompagné de tout un tas de préjugés. Mais c'est vraiment... Ouais, il y a ce truc en fait de se dire féministe, c'est déjà faire un pas de côté par rapport à ce qui est attendu de nous et ce qui est attendu de nous par les hommes aussi. C'est prendre le risque, par exemple, de plus plaire à certains hommes, que certains hommes fassent un cri de dégoût ou que sais-je. Enfin, c'est déjà faire un pas de côté, et je pense que c'est pas évident pour tout le monde, pour toutes les femmes, et on essaie de pas leur en vouloir, quoi, parce qu'on se dit mine de rien, elles en souffrent aussi, hein, donc voilà. C'est sans doute une manière de se protéger, où nous, on a la chance d'évoluer dans des milieux qui se sont récemment un peu plus ouverts à ce genre d'idées, mais jusqu'à il y a récemment, se dire féministe, ça pouvait porter préjudice professionnellement, dans toutes sortes de domaines, en fait, où on allait tout de suite être brandé comme la féministe, et c'est encore très très mal perçu. Et donc du coup, on essaye de se dire que moi, les mecs qui disent je suis pas féministe, je suis humaniste, j'ai beaucoup moins de patience que les femmes, parce que elles, et c'est là aussi que la sororité opère, c'est que je me dis elles font ça parce qu'elles se défendent, parce qu'elles veulent pas se dire qu'elles sont victimes d'un monde qui les fait souffrir, qui les enferme. Bref, ça peut être aussi je sais très bien ce que ça va me coûter de dire publiquement que oui, je subis des oppressions et que je suis contre. Donc, ça peut être de la stratégie aussi. Et je pense à certaines actrices qui déclarent publiquement qu'elles sont pas féministes, qui évitent la question, parce que on sait très bien que dans une industrie pourrie, sexiste comme celle-là, ça peut être un vrai problème si on s'est déclaré comme la féministe du star system. Je pense qu'il y a en tout cas pour certaines femmes très en vue ou dans des milieux vraiment verrouillés, il y a une conscience très très accrue de ce que ce serait que de dire je suis féministe dans ces circonstances-là. Quand on lit votre BD, on a quand même le sentiment qu'il y a au mieux pas mal d'ignorance, parfois un peu de sidération. Parce que franchement, voir qu'il y a d'autres personnages qui vous entourent dans la BD qui sont pas du tout, mais alors pas du tout calés sur les questions que vous soulevez, c'est presque un peu flippant, non ? Nous, ça vient de l'expérience, hein. C'est vraiment, on a représenté les gens avec qui on interagit tous les jours sur les réseaux, sur toutes sortes de réseaux d'ailleurs, même parfois dans la vraie vie. Il suffit de faire une action féministe pour croiser des gens extrêmement mécontents qui vont nous insulter, nous sortir un des 15 arguments qu'on a essayé de décortiquer dans nos mutineries. Au choix, vraiment, c'est l'un de ceux-là. Que ce soit en message sur Instagram, en commentaire sous nos BD, on a vraiment représenté la réalité des gens qui s'en fichent ou qui sont de mauvaise foi ou qui sont clairement antiféministes et qui le revendiquent, quoi. C'est pas du tout exagéré. Enfin, c'est toute la société quand même qu'il faudrait qu'ils puissent se mettre au pas pour comprendre que ce manque d'égalité est quand même un grand problème de fond. Oui, mais il y a un manque qui est terrible et qui, je pense, est la source de beaucoup de notre colère, en fait, parce que, c'est tellement affligeant, il y a tellement de taf, quand on voit, nous, tout le taf qu'on fournit, en tant que féministe, en tant que militante, en tant qu'autrice, etc. Et en fait, ça suit pas, quoi. Des fois, on a un peu cette sensation très déplaisante de se rendre compte, en fait, que dans notre petite bulle, dans notre petit monde, ça marche bien, tout le monde avance, on déconstruit plein de choses, on réfléchit ensemble. Et ensuite, tu fais un pas de côté, tu vas dans un commissariat, tu as une affaire, ce que tu veux, la justice, la police, l'État, le gouvernement, ça ne suit pas du tout. Il y a un retard qui est monstrueux, et ça, c'est un truc qui peut être un petit peu déprimant. Très embarrassant. Autant qu'artiste, il y a un chapitre quand même qui est dédié à la séparation entre l'homme et l'artiste. Vous êtes artiste aujourd'hui, vous savez très bien qu'on est quand même assez tenté parfois de traiter la violence au travers des œuvres. Mais vous préconisez quand même dans ce que vous écrivez, dans ce que vous mettez en avant, le fait qu'il faut quand même prêter très attention à ses choix. Alors oui,
Mais ce que j'ai essayé de faire dans ce chapitre-là, c'est le plus long du livre, et ça a été un des plus complexes, c'était de donner... En fait, je me refuse à être dogmatique sur cette question, parce que je trouve qu'elle est très complexe et qu'on n'a pas fini d'en faire le tour. Et donc, du coup, je dis ce qui, moi, me semble juste, et après, je donne des réponses de féministes diverses et variées, qui n'ont pas le même avis, et qui parlent toutes de leur point de vue, qui diffèrent, selon des expériences qu'elles ont vécues. Par exemple, j'ai donné le point de vue d'une chercheuse, sociologue, anthropologue, qui parle vraiment de son point de vue analytique, et puis qui est mis en comparaison avec celui de Virginie Despentes, qui a été victime de viol et qui est elle-même artiste et autrice. Et donc, du coup, évidemment que, je sais pas si on peut dire que ça se vaut, mais en tout cas, le point d'où on part pour porter ce jugement est hyper important. Et c'était surtout ça que j'avais envie d'illustrer avec ce chapitre, c'était que il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Est-ce que la personne sévit encore ou pas? Est-ce qu'elle est morte ou vivante? Est-ce qu'il y a de l'argent derrière? Parce que c'est ça aussi la vraie question. Est-ce que séparer, ça veut dire cautionner? Est-ce que on doit, dans ces cas-là, boycotter toutes les personnes qui ont fait des choses problématiques? En tant que femme, ça voudrait aussi dire se priver de presque tout ce qui a été fait, puisque presque tout le monde a été misogyne à toutes les époques. Donc pour moi, c'est vraiment complexe, et je voulais que le lecteur puisse réfléchir par lui-même, le lecteur et la lectrice, et juger selon son point de vue à lui, que je ne peux pas deviner, ce qu'il en était pour lui, pour elle. Après, évidemment, il y a mon opinion à moi, et j'ai pas la prétention de dire que je détiens la vérité. En revanche, je peux donner des clés de lecture, et je peux dire dans quel camp moi je me situe, justement en tant que artiste, parce qu'on a vite fait de dire que les féministes c'est de la pudibonderie, qu'elles sont puritaines, que l'art, la morale, ça doit toujours être dissocié, non. Déjà, c'est rarement des artistes qui portent ce genre de jugement. Et du coup, en tant que femme artiste, consommatrice d'œuvres, parfois faites par des misogynes, et productrice d'œuvres qui mettent un point d'honneur à ne pas l'être, je trouvais que c'était vraiment important de dire ce qu'on en pensait. Il y a aussi les questions d'autres minorités. En tout cas, ça fait partie de notre féminisme. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum de penser les choses de façon intersectionnelle, c'est-à-dire prendre en compte le fait que différentes discriminations puissent se croiser et que du coup, c'est pas exactement la même chose. Et après, nous, notre point de vue, il est évidemment situé parce qu'on est toutes les deux, certes, des meufs qui subissent du coup le sexisme, mais on est blanches et du coup, ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça que on répète dans la conclusion que notre point de vue, c'est pas le point de vue, on peut lire plein de choses différentes de plein de personnes différentes pour avoir une diversité de points de vue, et que nous, on a fait de notre mieux pour, être le plus inclusive possible. Mais évidemment que, on se prétend pas être parfaite, être irréprochable, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Et voilà, et puis sur les questions de LGBT-phobie, LGBTQ-phobie par exemple, ça c'est aussi quelque chose, au-delà du point de vue, il y a la question de la couleur de peau, et puis il y a la question de l'orientation sexuelle, et il y en a plein d'autres, questions d'identité de genre, il y a une multitude de choses à prendre en compte, et du coup, on a essayé aussi de consacrer ce chapitre-là sur l'idée aussi que être LGBT c'est une mode, parce que c'est en fait des cercles qui sont ultra proches des cercles féministes et qui se croisent totalement, et c'est quelque chose qu'on entend aussi énormément, et donc on se disait que c'était pas mal de l'ajouter à la liste, quoi. Bon, les filles, comment ça se passe vos relations avec la gente masculine en ce moment? Oh là là. Bon. Que dire? Ouais. C'est compliqué, mais c'est pas notre faute si c'est compliqué. Donc bon, je sais pas quoi dire. On diverge un petit peu avec Eve sur cette question des hommes dans nos quotidiens. Moi, j'ai tendance à être un peu trop optimiste et à dire mais non, gardons espoir dans la gente masculine, eux aussi peuvent se déconstruire, il faut que notre contenu soit accessible pour eux aussi. Et l'autre jour, on avait du coup cette discussion où Eve me disait honnêtement, moi si j'avance et ils me suivent pas, tu es d'accord? Ouais. Voilà, ils me suivent pas.
tant pis, c'est pas mon problème en fait. Il ne tient qu'à eux, et c'est aussi ce qu'on dit dans la BD, il ne tient qu'à eux de se documenter et de se mettre à la page. Donc du coup, bon voilà, on n'a pas des mauvais rapports avec eux, mais on aimerait qu'ils fassent plus un tout petit peu d'effort, quoi, qu'au lieu de nous envoyer un message pour nous expliquer un truc, ils fassent l'effort de chercher sur Internet avant. Non, tout est là depuis 50 ans, depuis 60 ans. On n'est même plus à l'ère où il faut aller dans une bibliothèque, où il faut des recommandations. Tout est sur Internet, tout est accessible en un clic. Il y a 1 milliard de documentaires, de comptes Instagram qui font de la pédagogie en ligne. Si ça les intéresse, ils ont vraiment qu'à mettre un orteil dans la grande vague de féminisme qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est super facile, quoi. Les femmes se tuent à écrire depuis des siècles, alors que, et ça aussi on le souligne, à une époque où elles ne pouvaient ni voter, ni lire, ni écrire, elles n'avaient même pas le droit de travailler, elles écrivaient des ouvrages pour leurs droits. Donc si vous, qui avez toujours tout eu sur un plateau, vous daigniez jeter un œil à ce qui a été produit, ce serait pas mal. C'est bien, tu penches de mon côté. Non, mais ça, je l'ai toujours pensé, c'est que bien sûr. j'ai de l'espoir, mais il me saoule, quoi. Voilà, c'est juste que Blanche a un petit peu plus d'espoir que moi, parce que moi, j'en ai ras la casquette, que je vais pas consacrer ma vie à m'épuiser, à leur donner envie de quand même être un peu des meilleures personnes. Je suis pas misante, j'ai un ami homme. J'ai des amis hommes, ils sont super. Bah oui, bah voilà, parce que c'est possible en fait. Donc les autres qui vont à reculons, qui sont de mauvaise foi, machin, etc. Moi, j'ai pas d'énergie pour eux. C'est bon. Bon, la colère, elle est là, il faut bien qu'elle sorte. Et le podcast de la librairie Le Fayeur sert à ça aussi. Les filles, rassurez-vous, tout va bien. Sur le titre du livre, comment vous vous êtes mis d'accord ? On voulait quelque chose qui a trait à la révolte, la révolution, le fait de renverser en fait cet ordre établi qui nous opprime et qu'on a envie de déconstruire. Et du coup, on cherchait dans ce champ lexical-là. Et la mutinerie qui est en fait le défi face à l'autorité et qui est aussi collectif. Parce qu'on ne peut pas se mutiner tout seul, alors qu'on peut se révolter tout seul, même si ça ne va pas être forcément super efficace. Et ça nous plaisait, ce synonyme de révolution, mais qui n'est pas révolution, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé et puis qui est utilisé un peu partout en ce moment. Le fait que ce soit contre vraiment l'autorité, puis en plus, à l'origine, c'est soit sur les bateaux pirates, soit dans le cadre de l'armée. Donc il y a vraiment l'idée du capitaine ou du général qui est aussi un peu une incarnation du patriarche qu'on a envie de renverser. Et après, cet aspect pluriel, quoi, de dire, en fait, on peut pas les faire sans vous, nos mutineries. Et en plus, comme c'est un livre qu'on a fait à 2, donc en réfléchissant à tout ça, ça nous a paru le terme adéquat. Eh bien, est-ce que je peux vous demander un petit quelque chose ? Chacune d'entre vous, vous allez, s'il vous plaît, choisir une page, un passage du livre pour lire. Alors du coup, c'est la conclusion du chapitre sur les féministes extrémistes. Et donc, on vient de lire une citation de Virginie Despentes assez choquante, disons. Et donc Blanche dit « Ça vous choque ? C'est normal. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. » Ça, c'est aussi une citation de Despentes. En définitive, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ni une réponse agressive, ni la misandrie dans le cadre privé, ni les poils, ni le topless, ni même la riposte violente à une agression ne peuvent réellement être qualifiés d'extrémistes. Et si tout ça ne vous convainc pas, alors les autrices sont très fières d'œuvrer de façon extrême à l'égalité des genres. Eve a lu un passage réalisé par Blanche, et maintenant Blanche. Donc c'est dans le chapitre « Les hommes ont des pulsions », un argument qui nous fatigue. Et donc le texte dit « Cette idée que les hommes seraient régis par des pulsions et des besoins naturels est un mythe qui participe de la culture du viol. » On a un mec qui aboie à la lune comme un loup juste à côté et une nana qui fait « Mais c'est pas de leur faute, enfin !» Et Eve poursuit « Ce raisonnement déresponsabilise les agresseurs étant à minimiser ou même à justifier leurs actes de l'agression au viol. » Excusez-moi d'en rajouter une couche, mais c'est quand même hyper réducteur pour les hommes en plus, non ? Considérer que ces derniers ne sont pas suffisamment évolués pour être tenus responsables de leurs actes, c'est vraiment super humiliant. Et oui, voilà ce qui est dit. C'est des femmes là, tout d'un coup. Merci infiniment Eve Cambrelin et Blanche Sabat pour ce beau moment partagé. Merci à vous. Merci à vous. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayeur avec Eve Cambrelin et Blanche Sabat qui parlent de leur bande dessinée Nos mutineries parue aux éditions Mango. Merci à l'équipe Le Fayeur pour avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie Le Fayeur. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.